à tous, ravi d'être parmi vous pour animer ce rendez-vous des directeurs immobiliers durant lequel nous allons répondre à The Question. Quel impact de la crise du Covid-19 sur l'immobilier logistique? Avant d'accueillir notre invité, je tiens à vous rappeler quelques informations. Le prochain rendez-vous Agora Live Immobilier aura lieu le 14 et 15 janvier sur le thème l'immobilier face au changement climatique, nouvelles organisations du travail, impact RSE et innovation technique. Je tiens également à remercier chaleureusement nos partenaires fidèles malgré cette situation sanitaire difficile. APRC, Artemis, Arthur Lloyd, Atelier Ose, Link City, The Instant Group, GSE et Pitch Promotion. Merci beaucoup à tous. Alors, quel impact de la crise du Covid-19 sur l'immobilier logistique? C'est avec notre invité, le directeur associé d'Arthur Lloyd Logistique, que nous allons tout savoir. Didier Terrier, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau d'Agora Média. Je rappelle à nos amis internautes qui nous suivent que cet échange va durer environ 25 minutes, puis on passera en échange virtuel par petits groupes via un lien qui vous sera soit envoyé par mail, enfin vous allez avoir les deux solutions, vous allez le recevoir par mail, mais aussi sur le chat qui se trouve sur le côté de votre écran. C'est encore plus simple que les mails, il suffira de cliquer dessus et vous serez redirigé vers votre room où d'ailleurs Didier Terrier passera pour échanger avec vous en espérant bien sûr que vos rooms soient bien rangés. Je compte sur vous. Alors Didier, est-ce que vous pourriez nous présenter succinctement Arthur Lloyd et Arthur Lloyd Logistique pour que nos amis en sachent un peu plus sur vos activités? Alors, Arthur Lloyd, tout d'abord, est un des partenaires de l'Agora des directeurs immobiliers. Il est également partenaire de l'Agora des directeurs supply chain. C'est un réseau, on peut parler de réseau parce qu'on a aujourd'hui un peu plus de 70 implantations en France, donc on a une très bonne couverture du territoire. Donc, c'est une société de conseil en immobilier d'entreprise qui a donc une spécificité, c'est d'avoir mis en place une équipe transverse dédiée exclusivement à l'immobilier logistique. D'accord. Donc, cette équipe a été créée en 2011. Le groupe représente à peu près 360 collaborateurs et a à peu près 30 années d'existence. D'accord. Donc, vous êtes à la tête Voilà, j'ai créé cette structure en 2011 après avoir passé quelques années chez DTZ, qui est un conseil qui aujourd'hui s'appelle Cushman. Voilà. Mais c'est un métier que je pratique depuis un peu plus de 20 ans. Depuis quelques années. Alors, on entre dans le vif du sujet en offrant à nos participants un point macroéconomique en ce qui concerne les évolutions du PIB, du taux de chômage qui apparemment revient sur les niveaux de 2014, de l'emploi salarié dans les secteurs transport et logistique qui atteint des records, je pense, Ouais. ainsi qu'un focus sur les entreprises recourant au e-commerce pour leurs ventes. Juste pour terminer la présentation, donc c'est Arthur Logistique, c'est 3 bureaux, un Ouais. bureau à Lille, un bureau à Paris, un bureau à Lyon, 14 collaborateurs et 200 depuis le début de l'année, 250 mètres carrés commercialisés à des utilisateurs. Voilà, donc un petit point macro. Alors, on commence à voir les premiers effets de la crise, notamment sur l'évolution du PIB, Ouais. puisqu'on sait qu'aujourd'hui, on se dirige vers une baisse de 10% à peu près. Le chômage, donc qui va remonter à la fin de l'année à 9,70. D'accord. Concernant les entreprises concourant au e-commerce, aujourd'hui, elles ne représentent pas énormément d'entreprises, puisque c'est seulement 19%, comme on peut le voir sur le tableau. Ouais. C'est loin de constituer la norme. Seulement 19% des entreprises qui ont recours à la vente par Internet. Je ne sais pas si le slide s'affiche pour nos amis. Tout le monde, parfait, parce que je ne l'ai pas sur le retour écran. Mais donc, ok, c'est bon pour vous. Et donc, on peut imaginer, compte tenu du Covid, justement, que l'année 2020, ce 19% va considérablement augmenter, puisque on a bien compris que pendant cette période compliquée, le e-commerce était quand même une possibilité qui s'adaptait bien à la crise sanitaire. Concernant l'emploi des salariés dans la logistique, ça c'est un point qui nous est très cher, parce que nous qui développons des immeubles, pour cette activité, on sait que c'est une activité qui crée beaucoup d'emplois, Ouais. Et qui en crée de plus en plus. Donc même si elle ne représente que 5% de l'emploi de manière générale, Ouais. L'augmentation du nombre d'emplois en global sur les 5 dernières années était de 7%, alors qu'il était de 13% en logistique. D'accord. Donc on voit bien que c'est une activité
qui consomme de plus en plus d'emplois. Et ça, je pense que nos élus doivent le retenir et justement y réfléchir quand on arrive avec des projets de ce type-là. Alors, quel est l'impact plus exactement, vous en parliez à l'instant, du Covid sur la demande placée? Je crois qu'il y a un bon trimestre, un bon troisième trimestre en sortie de confinement sur la demande placée. Alors, l'impact du Covid, avec le confinement, a entraîné sur tous les marchés de l'immobilier et de manière moins significative sur celui de la logistique, d'une baisse de la demande placée, puisqu'il ne s'est quasiment rien passé pendant le premier confinement. Nous, sur notre secteur d'activité, on sait que cet impact a participé effectivement à cette baisse de la demande placée, qui devrait avoisiner à peu près les 30%, moins 30% par rapport à 2019. On est sur des marchés tertiaires où on parle de moins 55. Donc, c'est une baisse significative, mais qui est relativement maîtrisée par rapport à d'autres produits de retail ou tertiaire. Aujourd'hui, on a effectivement rattrapé un peu de retard sur le troisième trimestre, puisqu'il s'est commercialisé près d'1 million de mètres carrés. Donc d'ailleurs, c'est le deuxième meilleur trimestre de la décennie. D'accord. De nouveau un confinement, de nouveau un ralentissement. Donc voilà, on devrait finir à 2 400 000 mètres carrés. Contre un chiffre un peu plus important et encore plus important en 2018 puisqu'on était à pratiquement 3,5 millions. Mais voilà, ça reste sur la moyenne des 10 dernières années, c'est un chiffre très, très intéressant. Donc on a pu constater que malgré le Covid, cette activité avait résisté. Enfin, tout le monde le sait, tout le monde s'en a aperçu. Donc du coup, notre marché était un peu moins impacté. Et en termes de régions, elles sont toutes logées à la même enseigne? Est-ce qu'elles réagissent toutes de la même façon? Oui, enfin, il y a des régions, qui ont été un peu plus dynamiques. Bon, c'est toujours, je dirais, en fait, on a un pôle qui s'appelle la dorsale, où on retrouve donc une grande majorité des mètres carrés et des entrepôts en France. Donc ce pôle, en fonction des années, il évolue à la hausse, à la baisse, mais je veux dire, le Covid n'a pas favorisé plus une région qu'une autre, ou défavorisé. Mais voilà, c'est ce qu'on a l'habitude de voir en répartition de la demande placée. C'est pas le Covid qui a changé les choses. Le Covid, effectivement, il a bloqué des instructions de permis, d'autorisation sur des développements, donc il a retardé des projets. Donc si on n'est qu'à 2,4 millions, c'est parce qu'il y a effectivement des projets qui seront comptabilisés uniquement en 2020, puisque le blocage des administrations sur ces opérations de PCI CPE a fait que ça a retardé les démarrages de chantier. D'accord. Et quand on parle de 2 400 000 m², on parle bien évidemment que d'utilisateurs. Ce n'est pas des ventes entre investisseurs, c'est vraiment de la consommation de mètres carrés par les utilisateurs de ces bâtiments. D'accord. On va parler, je crois, maintenant des opérations je me suis trompé. XXL, le temps de... Alors, juste pour finir sur la demande placée par secteur, Île-de-France reste majoritairement le pôle qui représente le plus de mètres carrés. Oui, donc on revient sur les régions. Après, cet impact sur les régions a fait que il y a des immeubles qui devaient se développer qui ne se sont pas développés, donc on a une offre qui s'est un peu réduite. Donc on a des valeurs locatives qui sont restées à peu près identiques. Donc on a pu imaginer que une baisse de la demande placée allait mettre une offre significative sur le marché et du coup on pouvait s'attendre éventuellement à des valeurs qui allaient commencer à se dégrader. On n'en est absolument pas là. D'accord. Bien au contraire, puisqu'on a même des régions comme la région lyonnaise où les valeurs ont considérablement augmenté en sortie de crise du Covid, parce que le peu d'immeubles qui étaient disponibles ont été pris très rapidement sur cette région lyonnaise. D'accord. Alors donc, j'en parlais à l'instant, c'est l'impact des opérations XXL. On a eu dans les années passées beaucoup de mouvements avec la grande distribution, Amazon aussi, entre 2016 et 2019. Depuis le premier confinement, que font en tout cas ces grands opérateurs sur les opérations XXL? Alors aujourd'hui, pour ces e-commerçants, ces pure players, il faut pallier à l'urgence, c'est-à-dire trouver rapidement des surfaces pour pouvoir répondre à la demande très, très importante. Donc on n'est pas
dans ce cas de figure, on est plutôt sur des bâtiments de 30 à 40 000 m², donc sans les citer, mais un certain nombre d'e-commerçants qui sont en train de se positionner, ou des retailers qui se sont mis à faire de la vente sur Internet, qui se positionnent sur des nouveaux immeubles. C'est ce qui a un peu boosté le chiffre du mois de juillet et qui risque de le booster sur le début de l'année. Après, les XXL, dans une période comme celle-ci où les sujets ont été bloqués, il n'y a pas beaucoup de projets. Il y en a eu 95, 76 entre 2015 et 2020. Donc, vous voyez que depuis. Alors nous, XXL, c'est à partir de 50 000 m². Donc, ça va de 50 à 180 000 quand on arrive chez Amazon ou chez Conforama, par exemple. Mais donc, pendant ces 5 années, 76 opérations, dont 51 pour la grande distribution. Donc on voit que ces XXL, c'est effectivement une taille sur laquelle se positionnent des e-commerçants, mais la grande distribution aujourd'hui est très consommatrice de bâtiments qui font 50, 60, 70 000, 80 000. Enfin, on a l'exemple de Conforama qui fait un bâtiment en Ile-de-France qui fait 180 000 m². Et un modèle qui va se développer pour la grande consommation dans les années à venir aussi? On ne sait pas trop quel modèle va se développer en niveau logistique parce qu'on a de plus en plus de difficultés à construire des immeubles, puisqu'on a de moins en moins de foncier. Vous avez quand même compris que dès qu'Amazon, sans dire qu'il allait se positionner dans une région où vous avez déjà toute la planète qui se mobilise, enfin la planète française qui se mobilise pour leur dire que ça ne va pas être possible. Donc non, franchement, aujourd'hui c'est très compliqué, mais il y a des projets quand même qui sont initiés. Mais c'est des bâtiments de cette taille-là. Est-ce que ça a été une tendance, ça a été un besoin? Est-ce que demain ça le sera? Est-ce qu'il ne va pas falloir refaire des bâtiments plus petits à proximité des villes? Je ne parle pas de logistique urbaine, mais déjà de revenir un petit peu. On peut l'imaginer, mais il y a quand même des. Amazon, s'il faut les citer, a encore beaucoup de projets de grands bâtiments à développer en France. Pour l'instant, c'est à l'état de projet. C'est compliqué. Ouais. Alors, pour ces opérations XXL, on l'a vu maintenant en termes de surface neuve dans ce marché, quelle est l'évolution pour ces surfaces? Il est clair que déjà le XXL a favorisé la construction de bâtiments neufs parce que c'est des immeubles qui n'existaient pas. D'accord. On n'avait pas sur le marché des immeubles d'une telle taille, puis parfois même à étage, comme ils les ont fait. Donc, quand on voit l'année 2017 sur ce graphique, où on voit qu'il y a eu énormément de construction en neuf, c'est une année où il y a, en l'occurrence, Conforama, 180 000 m² et Amazon sur le sud de Paris. C'est dans cette année 2017 que se sont réalisées les plus grandes plateformes XXL. 63% de la demande placée, ça veut dire qu'il y a effectivement encore des bâtiments qui se sont développés en clé en main et qui ont représenté une part significative de ce qui a été consommé en 2020. Maintenant, se pose, comme je l'ai dit, le durcissement de la législation, zéro artificialisation, des associations écologistes de plus en plus virulentes qui attaquent tous les projets. Donc, aujourd'hui, un propriétaire d'un bâtiment existant, il a beaucoup de valeur, peut-être beaucoup plus qu'un projet à développer dans des contextes qui ne sont pas faciles. Alors, on revient, je crois, sur le e-commerce, c'est ça? Oui, en fait, on revient sur. C'était pour un peu. Sur la répartition depuis 10 ans. Sur la répartition de la demande placée entre 2011 et 2020. Donc, c'est quand même un marché qui est toujours stimulé par les chargeurs, puisque quand on regarde, ils représentent encore 60% de la demande placée pendant ces années-là. Décomposé, bien évidemment, de la grande distribution, qui est un acteur majeur. Ils ont tous revu leur schéma directeur sur les 10 dernières années, ils ont tous reconstruit des plateformes, donc c'était des gros consommateurs et des acteurs importants. Le e-commerce, aujourd'hui, ne représente que 7%, donc c'est un chiffre qui est... Alors, quand je dis e-commerce, on parle des pure players, c'est quelques noms qu'on a cités. Maintenant, on a bien compris qu'avec cette crise du Covid, beaucoup d'enseignes en font déjà, mais vont vraiment s'organiser pour favoriser ce circuit de distribution. Donc,
Est-ce que ça va être sous les mêmes enseignes, sous d'autres enseignes? Mais aujourd'hui, les pure players ne représentaient depuis 10 ans que 7% des mètres carrés commercialisés. En sachant que ça représente quand même 1,8 million de mètres carrés placés par des pure players. D'accord. Dont grosse moitié par Amazon. Alors, Arthur Lloyd, vous avez réalisé une projection sur l'offre immédiate disponible par région sur le 4e trimestre. Quels en sont les enseignements? Comment se comporte l'Île-de-France? Je crois qu'il y a une petite inquiétude en ce qui concerne les Hauts-de-France et des villes comme Lyon et Marseille qui peuvent rater des opportunités de business. Alors, aujourd'hui, on a 2 200 000 m² de bâtiments disponibles en France. Ouais. Dont 1,4 million dans les pôles majeurs et 760 000 sur les secteurs qu'on appelle nous secondaires. Donc 65% quand même qui est situé sur la dorsale. Voilà, on a des régions un peu disparates. Hein. Les Hauts-de-France, on a beaucoup de solutions, hein. Notamment en bâtiments de grande taille, ouais. Hein, puisqu'il y a des XXL qui peuvent... Vous cherchez 100 000 m² dans les Hauts-de-France, vous avez entre 8 et 10 solutions. Hein. Il y a du choix. Voilà. Vous cherchez 20 000 m² à Lyon, vous n'avez plus de solutions. Donc, vous voyez un peu le rapport. Voilà. Donc, Lyon est complètement sous-offreur, mais ça, c'est historique, puisque ça fait quelques années maintenant que les collectivités n'ont plus redéveloppé de foncier. Donc, le stock s'est réduit et aujourd'hui, il n'y a plus rien. L'Île-de-France, on est sur un stock assez cohérent, hein, une offre disponible qui correspond, je dirais, à ce qu'on a l'habitude de pratiquer depuis les 10 dernières années. Et puis après, effectivement, non, le point qui nous inquiète un peu, c'est les Hauts-de-France. Oui, justement. Voilà, parce qu'il y a une offre surabondante. Et l'année dernière, il y a eu une demande placée qui a été très forte, et cette année, très faible. Donc, voilà, il y a des opérateurs qui ont des opérations qui n'ont pas été initiées parce que pour l'instant, on n'a pas de preneur. Et c'est sur ce territoire où on peut imaginer que sur les développements, il y aura une concurrence farouche entre les différents promoteurs dès qu'un projet va arriver. Comme il n'y en a pas beaucoup en ce moment, s'il y en a qui va arriver, on peut imaginer qu'ils vont être très, très agressifs sur leurs conditions. Mais après, voilà, Lyon et Marseille, on est dans une situation complètement... Marseille, c'était un peu à l'identique de Lyon. C'est moins pire. C'est moins pire, mais oui, aujourd'hui, vous avez... le problème de Marseille, c'est qu'on a uniquement le port de Fos qui propose des solutions. Et quand vous connaissez l'engouement des entreprises pour aller s'installer dans les ports du Havre et de Marseille, bon, donc c'est dommage qu'il soit passé il serait placé sur les secteurs plus proches de Marseille ou de Salon-de-Provence. Ça tirait davantage. Ouais, d'accord. Pour conclure, Didier, est-ce que vous pourriez nous donner des points négatifs, mais aussi nous faire rêver un petit peu, on en a besoin en ce moment, avec des points positifs dans un futur proche? Alors, les points négatifs, c'est cette crise du Covid, hein, puisqu'elle va entraîner une crise économique. Ça, je crois que tout le monde le sait, hein, même si le vaccin arrive. Le temps que ça se mette en place. Donc, il y a eu aussi ce ralentissement des procédures qui nous a pénalisés, nous, pendant cette période, hein, puisque ça a fait décaler des projets. Ça a même parfois déstabilisé un peu des sujets, voire même des utilisateurs qui ont profité de ce ralentissement pour dire je vais peut-être me retirer parce que je ne sais pas ce qui va se passer demain. Bon, après, les problèmes structurels liés à l'immobilier, donc c'est le manque de foncier dans certaines régions. Donc, je dirais que le Covid a bloqué encore un peu cette volonté. Et puis, le durcissement législatif, dont je vous ai parlé. Après, les points positifs pour les utilisateurs, il y a moins de pression, le chômage augmente, donc c'est plus facile de trouver du personnel parce que une des problématiques vous savez, aujourd'hui, un des critères de nos clients quand ils veulent s'implanter dans une région, il y a bien évidemment la surface, la dimension de l'immeuble, mais le deuxième critère, c'est le bassin d'emploi. Parce que ils ont du mal à trouver du personnel et c'est un critère qui est très important. Donc, et là, il s'agrandit partout. Donc, Alors, il s'agrandit partout, mais quand l'analyse du bassin d'emploi, c'est qualitatif, c'est quantitatif, il y a pas mal de critères. Mais oui, il y a où c'est la présence de
beaucoup de logisticiens, ce qui fait que le bassin d'emploi est un peu épuisé. Bon, donc ça, voilà, on dit que ce chômage, ça peut être un point positif pour nos clients utilisateurs de ces entrepôts. Des collectivités plus favorables, bon, on espère. Hein, après, on se dit que la conséquence du chômage va peut-être faire que ces collectivités vont de nouveau accueillir un peu mieux les projets d'immobilier logistique. Mais on pensait que ça serait le cas en sortie de crise du confinement, mais pour l'instant, ça l'est pas. Hein, on a toujours un accueil qui est bon. Mais donc ça peut être un point positif si vraiment demain, ils vont quand même réfléchir à créer de l'emploi. Pour les propriétaires, cet actif d'immobilier logistique est devenu une vraie valeur refuge. Hein, parce que c'est un marché qui évolue et qui se développe en permanence. Hein. Cette année, on se dirige, enfin non, à l'instant où je vous parle, il y a 3 milliards d'euros qui ont été investis par des investisseurs sur des immeubles logistiques. Les prix de vente de ces immeubles neufs sont descendus en dessous des 4% de taux. Donc, pour la petite histoire, on était encore, il y a 10 ans, on était à 7. Hein, donc c'est un actif qui intéresse de plus en plus d'investisseurs, une activité qui est résiliente. Voilà, donc c'est devenu vraiment une valeur refuge. Et puis surtout sur des secteurs porteurs. Donc, et puis des nouveaux entrants. Hein, il y a le e-commerçant, mais il y a aussi du hard scoot, des sociétés qui arrivent du Danemark, de Norvège, des Scandinaves, des Russes, hein, qui viennent faire un modèle un peu comparable à celui d'Action, hein, qui est arrivé en France il y a très peu de temps. Ouais. Donc tous ces acteurs qui arrivent vont bien évidemment favoriser encore ce marché. Donc on est, nous, contrairement à nos collègues qui commercialisent des immeubles de bureaux, on est un peu privilégiés et on est un peu plus serein. C'est une période positive pour vous. Merci beaucoup Didier Terrier, directeur associé d'Arthur Loy Logistique, qui reste bien évidemment avec nous. Chers amis, je vous rappelle quand même le prochain rendez-vous Agora Live Immobilier, vous le notez et vous faites suivre la bonne nouvelle, puisqu'on sera ensemble le 14 et le 15 janvier sur le thème de l'immobilier face au changement climatique, nouvelles organisations de travail, impact RSE, innovation technique. Voilà, c'est un sujet d'actu très chaud et on aura le plaisir de le développer avec vous. Il est temps maintenant de rejoindre vos rooms pour un peu plus d'intimité, de partage, d'expérience et pour échanger bien évidemment avec Didier.